Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une source vraiment très courte. En fait, c'est presque un fragment, mais un fragment qui, je trouve, ouvre une porte sur tout un univers de pensée. C'est un simple extrait de la description d'un livre, The Essential French Traveler's Lexicon. Oui, une seule phrase. Une phrase qui, une fois traduite de l'anglais, nous dit ceci. Toutes les conversations et tous les mots dont on aura besoin, du moment de l'entrée en France jusqu'au départ, pour vivre une expérience merveilleuse et riche et profiter de la France. Voilà, une promesse totale. Ah oui, c'est immense comme promesse. Et c'est précisément ça qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Parce que ce n'est pas juste un argument marketing bien ficelé. Non, pas du tout. C'est une véritable philosophie du voyage qui est cachée là-dedans. Une vision très très particulière de ce que ça veut dire découvrir un pays. Oui, et une vision qui, je pense, en dit autant sur notre époque que sur le voyage lui-même. L'ambition, elle est colossale. On parle pas d'un simple guide de conversation pour se dépanner, quoi. Non. On parle de la promesse d'une expérience non seulement maîtrisée, mais optimisée, sublimée par la langue. C'est vraiment cette vision qu'on va explorer. Alors, commençons par le début. La première partie de la promesse, c'est peut-être la plus audacieuse. Toutes les conversations et tous les mots dont on aura besoin, c'est ça? L'idée qu'un seul livre puisse anticiper et contenir tout, la totalité des besoins linguistiques d'un voyageur. C'est... c'est vertigineux. C'est vertigineux. Et ce qui est fascinant, en fait, c'est pas tant de prendre cette affirmation au pied de la lettre, bien sûr que c'est une hyperbole, mais Oui, évidemment. c'est de comprendre ce qu'elle révèle. Elle suggère qu'un voyage, ça peut être contenu, ça peut être scénarisé. Ah, c'est intéressant ça, l'idée de scénario. Oui, que l'aventure, ce n'est plus une exploration de l'inconnu, mais une pièce de théâtre dont on nous aurait donné le script complet à l'avance. Chaque scène potentielle, chaque dialogue, tout serait déjà écrit. Je comprends bien l'idée du script, mais si je me mets à la place du voyageur, je peux aussi voir l'autre côté. D'accord? Pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en France, qui est peut-être terrifié à l'idée de pas savoir commander un simple café, est-ce que cette promesse d'un contrôle total, c'est pas exactement ce qu'il recherche? C'est un point de vue tout à fait juste. C'est peut-être pas une pénitage, mais plutôt une rampe de lancement, pour oser se lancer, non? Si. Et c'est précisément pour ça que ce genre de promesse fonctionne si bien. Ça répond directement à une anxiété très profonde. La peur de l'imprévu, la peur d'avoir l'air bête ou vulnérable. Ce lexique, il se positionne comme un anxiolytique. Un anxiolytique, j'aime bien le terme. Sauf qu'il y a une différence, je pense, fondamentale entre gérer son anxiété et chercher à l'éliminer complètement. Et cette approche, elle vise l'élimination de toute friction, de tout imprévu linguistique. C'est la promesse d'un voyage sans bug. Exactement. Et ça me fait penser à l'évolution des guides de voyage. Les anciens guides, au XIXe siècle, ils étaient très prescriptifs. Ils disaient où aller, quoi voir. Oui, mais leur but, c'était d'aider à naviguer dans un espace physique, culturel. Ici, l'ambition est autre. On prétend donner le script pour naviguer dans les interactions humaines. C'est une étape de plus, en fait. Une étape supplémentaire dans la domestication du voyage. On vous donne pas seulement la carte, on vous donne les dialogues. C'est une distinction cruciale, oui. On passe d'un guide qui dit « Voici comment trouver le Louvre » à un guide qui dit « Voici quoi dire au vendeur de billets » à la personne à côté de vous devant la Joconde. Et au serveur du café d'en face, c'est ça. Le voyage n'est plus un espace à explorer, c'est une succession de scènes à jouer. Mais alors, quel est le but de cette pièce de théâtre? La source est très claire là-dessus, c'est pour vivre une expérience merveilleuse et riche. Et voilà, on touche au cœur de la philosophie. La source établit un lien de cause à effet qui est direct, presque mécanique, entre cette maîtrise linguistique totale et la qualité de l'expérience. Hmm. Le postulat, c'est que la richesse d'un voyage est directement proportionnelle à la perfection de la communication. Sans les bons mots, fournis par le livre, l'expérience serait par définition moins merveilleuse. Le langage n'est plus un outil, il devient la condition du succès. Mais est-ce que cette définition de la richesse, elle n'est pas incroyablement restrictive? En lisant ça, j'ai l'impression que la richesse est devenue synonyme de fluidité ou d'absence de problème. C'est tout à fait ça. C'est un peu la philosophie d'un club de vacances tout inclus, mais appliqué à un pays entier. La promesse, c'est zéro surprise, zéro effort, 100% de satisfaction. Or, quand on y pense, la plupart des souvenirs de voyage, les plus marquants, ils viennent pas justement des imprévus, des moments où tout ne s'est pas passé comme prévu?
Vous mettez le doigt sur le paradoxe central de cette approche. Elle est en opposition totale avec une autre tradition du voyage, celle des écrivains voyageurs comme Nicolas Bouvier par exemple. Pour lui, la valeur du voyage, elle était justement dans la lenteur, les difficultés, le fait de se perdre. L'imprévu, c'est ça. C'est dans la friction avec le réel, dans les malentendus, les galères, que naissait la vraie connaissance. Ce lexique, il propose l'exact contraire, une extraction optimisée et sans friction de l'expérience France. C'est une vision presque consumériste. Ça me rappelle, ça me fait penser à une fois où j'étais dans une fromagerie dans un petit village d'Auvergne il y a des années. Mon français était vraiment, mais vraiment rudimentaire. Ah oui. Et je voulais un fromage de brebis, mais je connaissais pas le mot. Du coup, j'ai fini par pointer le fromage et puis à faire bé, bé, comme un mouton, en faisant un geste de traite avec les mains. Non. Si, si. Et la fromagère, une dame âgée avec un air assez sévère, elle m'a regardé un instant, puis elle a éclaté d'un rire qui a fait trembler toute la boutique. Ah, c'est génial. On n'a pas pu échanger une phrase complexe, mais on a partagé ce moment de ridicule et de complicité. Une approche comme celle du lexique aurait vu cette interaction comme un échec de communication. Votre anecdote est parfaite. Elle est parfaite parce qu'elle illustre la différence fondamentale entre la communication et la connexion. Ah oui, bien vu. Le lexique, il est obsédé par la perfection de la communication verbale. Mais votre histoire, elle montre que la connexion humaine, elle se produit souvent dans les interstices, dans l'effort mutuel pour combler un vide, dans la reconnaissance de notre vulnérabilité. En voulant éradiquer ces moments d'imperfection, ce lexique risque d'éradiquer aussi les moments de connexion les plus authentiques. C'est une forme de perfectionnisme qui, en voulant tout maîtriser, risque de nous faire passer à côté de l'essentiel en fait. Exactement. Et cette idée de maîtrise totale, elle est renforcée par la structure même de la promesse. La source définit un cadre temporel très précis. Ah oui, le fameux du moment de l'entrée en France jusqu'au départ. Voilà, ce n'est pas juste une collection de phrases utiles, c'est un récit complet, c'est une approche narrative, absolument. Le voyage est présenté comme une histoire avec un début, un milieu et une fin bien délimités. On peut presque imaginer les chapitres du livre. Chapitre 1, l'arrivée, avec les répliques pour la douane, le taxi, l'hôtel. Chapitre 2, La vie sur place, restaurant, musée, c'est ça. Et le dernier chapitre, le départ, le check-out, le trajet vers l'aéroport. le lexique qui fournit pas seulement des outils, il fournit le fil conducteur du voyage lui-même. En fait, c'est presque la productisation du voyage. L'expérience devient un produit, emballé, avec un début et une fin claire et un mode d'emploi. Oui, on achète le produit, le livre, on suit les instructions à la lettre et on nous garantit le résultat. Une expérience merveilleuse et riche. C'est pas un peu le symptôme d'une tendance plus large où on cherche à transformer toute expérience humaine en un bien de consommation prévisible et standardisé? C'est tout à fait ça. Ça reflète une obsession très contemporaine pour l'optimisation, l'efficacité. On parle de hacker son sommeil, sa productivité. Et bien là, c'est comment hacker son voyage. Hacker son voyage. Comment obtenir le maximum de richesse perçue pour un minimum de risque et d'inconfort. Le lexique devient un outil de cette optimisation. Il transforme ce qui devrait être une aventure en un processus contrôlé avec un retour sur investissement garanti. La langue n'est plus une porte vers une culture, elle devient l'interface utilisateur d'un programme. Donc, si on rassemble les pièces du puzzle, on a une promesse de contrôle total qui répond à l'anxiété, on a une définition de l'expérience riche comme étant une expérience fluide, sans imprévu, et on a une structure qui transforme le voyage en un produit scénarisé, chronologique. C'est une vision incroyablement cohérente, mais aussi terriblement fermée. La synthèse est excellente, oui. La source nous montre qu'un objet en apparence aussi anodin qu'un guide de conversation peut dissimuler une puissante idéologie. Ici, la langue, c'est l'architecture même du voyage réussi. L'architecture, c'est bien dit. L'idée sous-jacente, c'est que pour profiter pleinement d'un lieu, il faut d'abord en maîtriser le code verbal. Comme si la clé de l'expérience se trouvait exclusivement dans les mots et leur agencement parfait. C'est presque comme si la France, en tant que culture, était un système informatique qui ne livrerait ses secrets qu'à celui qui a le bon mot de passe. J'aime beaucoup cette image du mot de passe. Le lexique ne dit pas « voici quelques outils pour vous débrouiller ». Il dit « voici le mot de passe qui débloquera l'expérience parfaite ». C'est une approche très transactionnelle. Très transactionnel. On achète le livre, on apprend le script et, en échange, on reçoit une expérience merveilleuse et riche. C'est une garantie, presque un contrat.
Un contrat qui stipule que le fournisseur, donc le lexique, s'engage à livrer un produit conforme et que le client, le voyageur, s'engage à suivre le script. Toute déviation est un non-respect du contrat. La spontanéité devient une erreur de programme. C'est ça? Ce qui nous amène à une dernière pensée, pour conclure. La source promet de nous accompagner du début à la toute fin du voyage. Alors imaginons un instant que ce lexique parfait existe vraiment, Hmm. qu'il contient pour de vrai toutes les conversations nécessaires. Quelle pourrait bien être la toute dernière phrase que ce livre enseignerait? C'est une question formidable. La dernière réplique du script en sombre. Exactement. Après avoir suivi ce parcours sans faute, navigué sans aucune friction de l'arrivée au départ, quelle est la ligne finale? Est-ce que ce serait un simple et fonctionnel au revoir et merci à l'agent d'embarquement? Ce serait logique. Est-ce que, pour être totalement fidèle à sa promesse, le livre se devrait de fournir une phrase qui valide et qui clôture l'expérience? Une sorte de conclusion narrative qui confirme que le contrat a bien été rempli. Ah, une phrase qu'on se dirait à soi-même peut-être. Peut-être, oui. Comme pour cocher la dernière case. Une phrase du genre « Ce fut exactement le voyage parfait que j'espérais ». Une phrase qui ne sert plus à communiquer avec les autres, mais juste à se confirmer la réussite de la transaction.